Lisette Lapointe, Jean-Bernard Marchand, Jean-Claude Gobet, Florent Michelot. Jeune loup et vieux lion. Et voici Rémi Trudel. Directement du complexe Desjardins à Montréal. C'est Jeune loup et vieux lion, Lisette Lapointe, Jean-Claude Gobet, Jean-Bernard Marchand et Florent Michelot qui sont avec nous à notre grand plaisir. Il est question maintenant de parler de longs bas. De bas qui cachent certains dollars. Il en a été question une fois de plus il y a quelques jours à la commission Charbonneau, Lisette. Oui, on a vu ça cette semaine. Monsieur Miliotto, je pense qu'il est un as dans l'art de ne rien dire et de jouer un peu les innocents, si on veut, dans tous les sens du terme. C'est un peu choquant, hein? C'est un peu choquant là de voir là qu'il faut lui extirper là mot par mot, phrase par phrase, des renseignements qui vont faire avancer la commission. Ouais. Je pense que tout le monde a été un petit peu médusé par son style, sa façon de faire. La juge Charbonneau c'est un petit peu choquée aussi. Oui. Elle lui a dit, écoutez, on va vous expliquer là en bon français, c'est quoi un parjure, c'est quoi, qu'est-ce que c'est un outrage au tribunal. Alors, écoutez, j'espère que ça va se terminer là, ce témoignage-là, parce que je pense qu'on n'en saura pas plus. Non, effectivement, on le sentait, M. Miliotto, beaucoup mieux préparé, si on peut dire. Même à l'image de certains films, et sans rentrer sur un terrain glissant, là, on s'entend, là, certains films... On entendait la musique du parrain. Oui, tout à fait, c'est assez clair. Donc, on l'a senti mieux préparé que ses prédécesseurs, entre guillemets, appelés à la barre, qui parlaient, et à un moment donné, pouvaient s'échapper. Il y a certains éléments qui seront peut-être retenus contre eux. Il semblait pas nerveux, il semblait en contrôle. Ce que l'on sait, c'est qu'il aime jouer aux cartes, en tout cas. Ça, oui, puis on parle pas de choses déplaisantes quand on joue aux cartes. Voilà. Et on parle pas business quand on joue aux cartes. Surtout pas. Jean-Claude Gobet, qu'est-ce qu'on a pensé de cette dernière semaine de la commission Charbonneau? Mais moi, ce que j'aimerais mentionner, j'aimerais parler, c'est que ces audiences-là sont en train, pour des raisons médiatiques, de donner l'impression que la communauté italienne sont tous fortement nombreux des fraudeurs, des bandits. Moi qui étais député dans l'Est de Montréal, circonscription, il y avait un grand nombre de gens d'origine italienne. Mm-hmm. Je dois vous dire que ce que l'on voit là, c'est un petit groupe, et c'est toujours le même petit groupe. Hein? Voilà. La grande majorité de nos compatriotes, nos concitoyens québécois d'origine italienne, et même de deuxième génération, bien sûr, ça représente à peu près 230 000 personnes dans la région de Montréal, sont des gens, ce sont des travailleurs, ce sont des petits commerçants, ce sont des gens qui qui ont travaillé dur en arrivant pour éduquer leurs enfants. C'est bien de les envoyer à l'université, les envoyer dans des écoles techniques, les envoyer certains sont devenus policiers, d'autres avocats, présidents de sociétés d'assurance, vice-présidents de banque, directeurs. C'était une réussite totale d'intégration de ce côté-là. Alors, ce qui me gratte un peu là, dans ces audiences, c'est qu'on donne l'impression de globaliser. Hein? Ouais. Alors l'accent italien, et tout. Et alors que ça ne correspond pas à la réalité de cette partie de la population. Et je crois que là, on est en train de les ostratiser. Oui, mais quand même, Jean-Claude, il faut faire attention. Tu as raison. Hein? On en connaît tous des gens d'origine italienne qui n'ont rien à voir avec la mafia et la Sicile et autres, les clans siciliens. Mais admets avec nous qu'en ce moment, ce qu'on entend, il y a un réseau incroyable là, de contracteurs d'origine italienne, etc. Il y a tout un réseau. Oui, mais là, on parle d'une vingtaine de personnes maximum. Oh non, c'est plus que ça. C'est bien plus que ça. Mettons en 30. Mais c'est pas la communauté italienne, je suis d'accord avec toi. Et c'est ça, mon propos, moi, est de pas défendre ces gens-là, mais leur pas du tout. Mais c'est de dire, attention, il y a là un risque de dérapage, et de faire un clivage injuste, totalement injuste, et envers une partie de nos compatriotes, nos concitoyens. Est-ce qu'on peut faire un parallèle qui peut sembler boiteux, mais entre le fait de ne pas vouloir justement normaliser, si on peut se permettre l'expression, même titre que les fonctionnaires, les hommes et femmes publics, il ne faut pas tous se mettre dans le même bateau également? Exactement. C'est délicat. Tout à fait. Exactement. Et je crois
au Québec, on a ce devoir d'être très prudent. Nous sommes une société, surtout la région de Montréal, une société multiculturelle, avec des gens d'origines différentes. Nous sommes... on prend à Montréal, il y a maintenant 50% qui sont d'origine haute québécoise. À Laval, c'est 33%. Hein? Donc, les gens viennent de partout. Et prenons garde de ne pas tomber dans l'ostratisation. Je crois que ça serait dommageable à l'ensemble de notre société et je ne très crois pas que injuste ça soit envers ça ces qui se gens-là. passe. Je ne crois pas du tout, Jean-Claude, que ce soit ça qui se passe en ce moment. J'ai même l'impression que les gens font quand même bien la part des choses. Tout à fait. Mais il y a quand même, on peut pas réinventer des tendances de fond internationales. Là. La mafia italienne, là, c'est pas moi qui l'ai inventée. Là. C'est excessivement puissant et ça existe depuis Elle existe. toujours. C'est ancré dans l'histoire depuis des siècles. Alors, c'est important. Voilà, ici, chapeau vous fait. Oui. Hier, il disait clairement, on parlait de Québécois et d'Italiens. Oui, lui, pas de il se Québécois considérait d'origine même pas italienne. comme Québécois après 50 Après, ans ici. On peut dévier un petit peu la conversation, mais c'est vrai que le multiculturalisme, c'est quoi? C'est de l'essentialisme, c'est-à-dire qu'on réduit un individu à son groupe d'origine. Mais bon, on pourrait en parler pendant des heures. C'est pas l'approche québécoise. C'est pas l'approche québécoise, effectivement. Mais la nuance de Jean-Claude, elle est nécessaire. Là. C'est-à-dire qu'on doit toujours rappeler de faire la part des choses et de pas mettre les gens dans le même panier. Mais cela étant dit, de l'administration de la ville jusqu'à Union Montréal, jusqu'aux contracteurs, jusqu'à un réseau profondément ancré, il y a comme une récurrence, puis elle s'appelle, malheureusement, ça tourne autour de l'Italie. Non, mais on s'attrape. Le réseau était animé, du moins la collection, par un dénommé Bernard Trépanier, qui est un bon gars du Québec. Ouais, ça, c'est le lien politique. Il fallait trouver le lien politique. Oui, pour qu'il y ait infiltration. Là aussi, on parle de commission sur la construction, où effectivement la mafia italienne est peut-être plus présente, mais on recevait Madame Mourani il y a 2 semaines. En termes de traite des individus, on aura affaire à d'autres communautés. Exact. Et puis, j'imagine que il y a aussi un problème de trafic de sirop d'érable. Et là, ça va être des Québécois dits de souche. Mais bon, de toute façon, toutes les communautés à ces travers, faut arrêter. Les Québécois francophones, on a souvent été accusés de dire, tu sais, c'est les francophones, les Québécois francophones. Oui. Il y a beaucoup de corruption, À commencer par etc. McLean, qui dit que c'était à notre héritage catholique. Bon, alors... Attention. Voilà. À quand le trafic des ceintures fléchées maintenant? La question se passe sur le marché noir, ça pourrait avoir une belle Nicolas, valeur. faites attention, j'ai des intérêts. L'actualité d'hier, où on voyait la une d'un journal, le caïd québécois de la drogue à New York, M. Ouellet. D'accord? Oui. Demers ou Ouellet? Je crois que c'est Demers. Oui. Demers, excusez-moi. Là. En d'autres termes, ça ne veut pas dire que tous les Québécois qui vont à New York trafiquent la drogue. Bien loin de là. On se comprend entre nous. Là. Voilà. Mais je pense que la nuance attention aux amalgames. est C'est important. juste ça que je veux dire. Oui, tout à fait. C'est bien justifié. Commission Charbonneau, donc c'est le sujet qui nous anime. Si vous venez de vous joindre à nous, c'est Genoux et Vieux-Lyon. Merci. Vous arrivez comme ça quand vous voulez. Ça nous fait un grand plaisir. Lisette Lapointe, Jean-Claude Gobé. Bien sûr, Jean-Bernard Marchand et Florent Michelot qui sont avec nous. Commission Charbonneau, avez-vous l'impression de voir le bout du tunnel? Est-ce que vous avez l'impression qu'on peut prédire à quel moment tout ça prendra fin dans sa forme actuelle, Lisette? Et si oui ou sinon, en sous-question, est-ce qu'on aura des résultats bientôt de tout ça? Bien, nous l'espérons vivement. Le mandat de la commission, quand même, la commission ne prévoit pas, si ma mémoire est bonne, remettre son rapport avant la fin de l'année. C'est ce qu'on dit, je pense. Est-ce que le rapport de la commission est attendu à la fin de l'année? Début 2014. On va avoir toutes les campagnes électorales municipales qui vont s'animer, qui vont commencer, parce que n'oublions pas que le mandat de la commission, bien sûr, c'est de faire la lumière sur la collusion, la corruption dans l'industrie de la construction, mais aussi sur le financement des partis politiques. Et là, on est toujours dans le vague, à savoir est-ce que Québec va proposer quelque chose pour le financement des partis politiques municipaux. Faut dire que la confiance est assez étiolée. Hein, la confiance des gens à l'égard des élus est assez mal en point en ce moment. Puis, écoute, il va falloir qu'on élise des maires, là, puis des conseillers municipaux. Là, on est tous responsables de ça dans quelques mois. Et on ne peut pas y aller à l'aveuglette, là. Moi, j'ai une question pour les jeunes loups, puis on va laisser Jean-Bernard poursuivre. Peut-être enchaîner en quelque sorte ou répondre à la première question. Celle qui me vient à l'esprit, qui me brûle les lèvres.
On est dans un monde où il y a un désintéressement, malheureusement, du monde politique pour toutes les raisons que l'on sait. Vous qui êtes fraîchement sorti de l'ENAP et l'École nationale d'administration publique, c'est que vous avez le goût, bien sûr, d'en faire carrière et je pense que c'est louable, il faut saluer ça. Est-ce qu'il va y avoir, et si oui, et sinon, c'est-à-dire moins que le nombre actuel, encore des intéressés si on ne fait pas quelque chose pour valoriser le secteur public, comme on le fait l'ont fait auprès de vous, les professeurs qui se trouvent du côté de l'institut que vous fréquentez? Je vais répondre avec peut-être bien à cette question-là d'une façon bien technique, mais le gouvernement depuis plusieurs années gèle les nouvelles embauches dans plusieurs niveaux d'administration. Alors, ça envoie des messages qui sont souvent bizarres en lien avec des gens qui sont très motivés à faire partie de cette relève-là et surtout à faire les choses différemment. Voilà. Alors, en parallèle de ça, le gouvernement en situation budgétaire qu'on connaît bloque beaucoup l'embauche. Alors ça, c'est une réponse un peu technique en matière de recrutement. Mais toutes les séquelles, je pense aux séquelles, entre autres, de ce que l'on sait, de ce qui est connu au grand jour depuis quelques années. Vous savez quoi? J'ai toujours l'impression que lorsqu'on connaît ces grands mouvements de fond-là, puis qu'on atteint le fond finalement, il y a beaucoup de belles choses qui sortent de ça. Les gens sont tannés, les gens se mobilisent autour d'enjeux. Alors, j'ai comme espoir. Mais j'avais comme un peu la réflexion tout à l'heure en me disant, en voyant, en lien avec ce que Mme Lisette Lapointe mentionne, finalement, c'est que il va falloir élire des gens. Hein. Il va falloir... Ben justement. Et je suis très embêté actuellement à savoir comment la population va réagir. Et ça se sent au niveau des principaux partis politiques à l'Hôtel de Ville de Montréal, notamment. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on sent très peu de gens en campagne électorale. Normalement, ça devrait être un peu... Oui, ça devrait lever. Ça devrait, les partis devraient profiter de ces choses-là pour faire leur candidature. Mais là, on ne sait même pas. Est-ce que les partis politiques en place vont être les mêmes aux prochaines élections? Qui va se présenter? Là, on a Denis Coderre qui est intéressé. On n'entend pas beaucoup parler. C'est juste, Est-ce qu'il va y avoir un autre candidat? Alors, on sent un profond malaise dans la classe politique municipale. Là, on parle de Montréal, c'est sûr, parce que les projecteurs sont braqués sur la ville depuis quelques temps déjà. Mais je sens un malaise. Et ça serait très hasardeux pour moi de prédire le taux de participation, comment la population va réagir ainsi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Même mise au jeu de l'Auto-Québec, on n'ose pas se manifester. Non, mais en tout cas, il y a de ses paris. On a Florent Michelot, on a hâte de l'entendre également, Florent. Oui, Nicolas, pour revenir sur ta question, de mon point de vue, c'est avant tout une problématique de paradigme en fait sociétal. Évidemment, il y a des problèmes de corruption que l'on peut régler de façon, je pense, technique. Mais il reste que, de mon point de vue, ce qui est à l'origine de ce démantèlement un petit peu mafieux de l'État, c'est le démantèlement des services publics. Peu à peu, l'expertise est externalisée. On la confie à des firmes d'ingénierie dans certains secteurs. On les confie à des sociétés de communication, etc. Bon, tous les États qui, suite à des espèces de folies de déficit zéro, ont décidé de contracter la dépense publique pour réduire leurs effectifs, finalement se sont peu à peu désagrégés, et on le voit partout, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique du Nord, etc. Tous les États ont vécu des problèmes du genre que l'on vit actuellement au Québec. Alors moi, de mon point de vue, la seule solution viable et durable, c'est de revaloriser grandement la notion d'État, la notion de service public. Bon, évidemment, les médias ne font pas forcément la part belle à cette conception des choses-là. Et je vais encore une fois tacler Éric Duhem, mais c'est certain qu'aujourd'hui, vouloir faire carrière dans la fonction publique, c'est extrêmement mal vu. On veut valoriser la fonction publique, justement. Il le faut. Oui. Il faut le faire, c'est très noble. Il le faut, c'est fondamental. Et justement, comme le disait si bien Jean-Bernard et Florent, ça prend du courage aujourd'hui pour dire, moi, mon rêve, c'est de faire une carrière dans la fonction publique. Je veux devenir un commis de l'État. On a déjà eu un respect extraordinaire pour ces personnes qui sont à la base de toutes nos réformes publiques et politiques. Faut jamais oublier que lorsqu'on a des lois, lorsqu'on a des changements dans la législation, la réglementation, ce sont les hauts fonctionnaires, ce sont les fonctionnaires qui sont à l'origine, qui sont là
pour donner une consistance aux idées peut-être qui viennent là, de certains élus. Et on a laissé partir les meilleurs. Premièrement, on a gelé les salaires. On a gelé les salaires à un point que si on est une personne, on est un professionnel, ben ça n'est pas du tout attirant de s'en aller dans la fonction publique, contrairement à ce qu'on pense, contrairement à ce que la population en pense. Ah oui. On a gelé les effectifs, oui, mais on a aussi gelé les salaires. Moi, je me souviens, à un moment donné, le président, directeur général de la CSST, qui avait un travail incroyable à faire de redressement. Là, il partait d'un déficit de 200 millions, puis il voulait s'en aller à un équilibre pour ne pas qu'on soit obligé de couper les prestations et enfin ce régime-là, qu'on soit pas obligé de mettre la hache dedans. Et il s'était là adressé au sommet pour dire, écoutez, ça n'a pas de bon sens, là. Je pourrais pas continuer comme ça. On me coupe mon salaire. Et je me souviens que c'était à la fois, à l'époque, le président du Conseil du patronat et le président de la FTQ, qui sont au conseil d'administration de la CSST, qui avait téléphoné au premier ministre pour dire, écoutez, êtes-vous fous? Alors, c'est un exemple. C'est un exemple intéressant. Certains, en parallèle, on a tous un vieux sage dans notre famille qui dirait, oui, puis si on rémunère les gens de la fonction publique de façon équitable, ceux qui seront peut-être tentés, il n'y en a pas tant que ça, évidemment, ce n'est qu'une minorité, mais c'est celle qui fait, bien sûr, l'envie de tous les médias. Ceux qui sont tentés par les enveloppes brunes le seraient moins s'ils étaient mieux rémunérés. C'est ce que certains diront. Jean-Claude, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, ce que Florent faisait un peu comme parallèle en disant, dans tous les États où on a démantelé, où on a privatisé un certain nombre de services, la fonction publique, bien sûr, s'est affaiblie et on a eu des problèmes qui ont suivi par la suite. D'accord? C'est vrai. Mais rappelons-nous que dans les États aussi, où c'était l'État uniquement omniprésent partout, entre autres les États de l'Est, mais certains États ouest européens, où on retrouvait le même phénomène, où c'était des fonctionnaires qui étaient corrompus, et la population disait, sont tous corrompus. Alors, c'est ça, donc ce que je veux dire, il faut faire attention de ne pas stigmatiser un plus que l'autre. Ceci étant dit, ça fait 30 ans. Moi, quand j'étais élu député, à l'époque, c'était la mode de Québec Inc. Là, on valorisait les jeunes Québécois, et à juste titre d'ailleurs, j'ai rien contre ça, à l'effet d'aller dans le secteur public, privé. Privé, oui, l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, de réussir et d'aller dans les banques, enfin d'aller partout. Si bien qu'on a mis dans la mentalité des gens que les vrais bons emplois, qu'on avait réussi, c'était dans le public. Oui. En même temps, on a dénigré le secteur public. On a dit, les fonctionnaires, c'est moins... il y a une espèce de... Mais le dénigrement venait-il des médias, Jean-Claude? Non, pas forcément. Il venait à peu près quelquefois des partis d'opposition, dont j'ai été, des partis qui voulaient prendre le pouvoir, et disaient on va couper ça, on va nettoyer les fonctionnaires. Donc ça a jeté le un peu... message subliminal qui était envoyé, c'est ils sont pas efficaces, sont pas bons. C'était une erreur. C'était vraiment une erreur. Ça a peut-être été une erreur, mais où je veux en venir, c'est que ce discours néolibéral qui a été tenu a envoyé une image de dévalorisation de la haute fonction et de la fonction publique en général à la population, et ça a permis au niveau idéologique de sortir de ce genre d'administration et d'aller plus vers l'attrition au privé. C'est intéressant parce que... on est responsable un peu tout le monde là-dedans. Voilà. Et c'est avec le recul qu'on constate ça, parce que souvent, il s'agit d'une déclaration d'un premier ministre, d'un chef, d'une chef d'opposition, puis finalement, ça fait des petits, comme on dit chez nous, et ça peut avoir des répercussions importantes dans la perception du public. Florent? Quelque chose à ajouter? Oui, non, mais je disais effectivement que la question de taper sur les fonctionnaires et la lourdeur de l'État, ça fait partie des choses qui sont extrêmement payantes politiquement parlant. Bon, c'est du pygmélisme intellectuel pour le coup, mais on prend jamais soin de faire de la politique comparée et puis de regarder clairement ce qui est le plus rentable. Bon, écoutez, regardez, certains partis politiques municipaux qui pourtant, pour lesquels j'avais de l'estime, aujourd'hui considèrent qu'il y a trop de structures à Montréal, qu'il y a trop d'élus, et prennent par exemple le cas de New York, mais qui ont une fonction publique
bien plus grande que le nombre d'élus qu'il y a à Montréal. Or, les élus de Montréal mettent les mains dans le moteur, font un travail concret au quotidien. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'on a des espèces de formules choc comme ça et on s'imagine que ça peut se régler très simplement d'un simple coup de baguette magique. Et que personne n'y avait pensé avant. Bien sûr. On va couper à Hydro-Québec, on va couper c'est tellement simple, dans tous les ministères ou à peu près, comme si c'était si simple. Ouais. Mais hier, je reviens à l'entrevue que donnait Jean Doré, parce que justement, il disait on a perdu l'expertise. Tout à fait. Les problèmes ont commencé quand on s'est défait de nos experts, nos experts qui croient en la ville, qui veulent que ça soit un succès. Et on a donné ça à des firmes externes. Et bon, c'est probablement une des raisons pour lesquelles les choses vont moins bien. Et il disait aussi, puis je pense que là-dessus, il va falloir qu'on réfléchisse tous collectivement, c'est que ça n'est plus gérable pour un maire. Pour le maire de Montréal, la structure de Montréal n'est plus gérable parce que il y a tellement d'élus. Tu sais, il n'y a pas le contrôle. Oui, mais Lisette, à la différence, par exemple, je parlais de New York. On a des personnes qui sont des fonctionnaires, donc qui ne sont imputables uniquement qu'à quelques élus. Moi, je préfère avoir 103 élus à Montréal qui sont directement imputables à l'égard de citoyens, plutôt que toute une bardée de fonctionnaires qui n'ont de compte à rendre qu'à un directeur des services. Mais le problème, je pense, se situe plutôt à l'égard des maires d'arrondissement. Ça, je suis d'accord. Qui ne sont pas des présidents d'arrondissement. Pour qu'un maire de Montréal ait vraiment les coups des franges quand il veut faire quelque chose. Je pense que c'est là-dessus qu'il faudra qu'on réfléchisse. C'est la discussion entre la centralisation et la décentralisation. On avait la même lorsque j'étais au gouvernement et même dans l'opposition après. Le même genre de discussion où on voulait décentraliser. Certains voulaient décentraliser, d'autres étaient plus centralisateurs. Depuis la Révolution française, fusions, en 1789, fusions. Un des grands débats, c'était la décentralisation du pouvoir qui était central, qui était à Paris, pour l'envoyer plus dans les régions. C'est revenu après, avec la régionalisation sous le général de Gaulle. Il a perdu son référendum et c'est revenu par la suite encore sous François Mitterrand et Jacques Chirac. Et aujourd'hui, on a les régions. Pourquoi? Parce que chacune des régions est des quartiers. Et Montréal, on peut considérer ça comme une région. C'est 2 millions d'habitants. A des particularités différentes, a des cultures différentes, du fait qu'ils ont des populations qui sont différentes. Et chacun de ces groupes-là, de ces régions-là, souhaite avoir une espèce d'adaptation des services publics à sa région ou à ses habitudes, à ses coutumes ou à sa manière de vivre. Alors, si on centralise tout, encore une fois, à Montréal, au centre-ville, si on centralise tout à Québec, tout à Ottawa. Les Québécois, on est les premiers à se battre pour pas qu'Ottawa centralise. C'est pas ce qu'on dit. Quand on dit qu'ils ont trop de pouvoir, mais là, ça veut dire qu'on va centraliser tout ça au centre-ville. Et moi, je ne crois pas que ce soit là la meilleure solution. Est-ce que le fait de fusionner et de rediffusionner après, comme ça a été fait tout de travers par la suite, par Gérald Tremblay, et le gouvernement Charest a été la bonne chose, ça aurait pu être fait autrement. Est-ce que les fusions n'auraient pas pu être faites autrement? Oui, ça aurait pu être fait ça aussi autrement. Maintenant, c'est du passé, c'est en arrière, il faut regarder vers l'avenir, mais pas essayer de corriger cela avec une attitude de repli et de centralisation au complet. D'après moi, c'est pas la meilleure solution pour les citoyens. On a l'impression qu'il y a eu beaucoup d'improvisation, messieurs, dames, peut-être au départ. Quand on revoit, encore là, on parle de recul après toutes ces années, certains ont dit, ironiquement, on a eu l'impression qu'on a remis la pâte à dents dans le tube, puis que c'était peut-être un peu compliqué pour se faire une image, et que c'était peut-être pas nécessaire. Est-ce qu'il y a eu un peu trop d'improvisation? Et si oui, d'abord, Jean-Bernard, qu'est-ce qu'on fait jour J si on s'appelle Jean-Bernard Marchand, puis on a le pouvoir de décider, est-ce qu'on y va vers la centralisation ou la décentralisation pour toutes les bonnes raisons évoquées tantôt? Le pouvoir, moi, je l'Asie politique. Alors, d'abord, je vais nommer mes amis de Jeune-Loup et Vieux-Lyon autour de la table à des postes clés. Les petits copains, là, à des postes clés dans l'administration. Donc, blague à part. Mais c'est quand même assez incroyable parce qu'on parlait le sujet devient rapidement enflammé parce qu'on parlait de la commission Charbonneau, finalement, des effets de tout ça, des messages politiques, et là, on arrive à des messages de centralisation. Mais c'est positif quand même, en ce sens où on cherche la lumière au bout du tunnel. On a bifurqué de façon naturelle vers quelque chose qui pourrait représenter l'avenir. Mais il faut que le politique soit sensible. Moi, j'appelle ça les effets collatéraux de décisions politiques importantes, majeures.
si on prend l'exemple de la commission Charbonneau, ben, l'effet collatéral de ça, c'est toute la notion qu'on a mentionnée, l'image des élus, le cynisme, ainsi de suite. Alors, le politique, ce qu'il doit faire lorsqu'il décide de créer une commission d'enquête, parce que c'était la chose à faire, il doit être sensible à réparer ou à aiguillonner correctement les messages que finalement la population va se cristalliser dans son esprit. Alors, il faut une commission d'enquête, mais ça va finir que il va falloir que la population du Québec soit mature à entendre ces choses-là, puis finalement, on ne mette pas tout le monde dans le même panier. Alors, même chose pour centralisation, régionalisation. On fera pas un débat de sémantique ici technique, mais ce que je veux dire, c'est que souvent, les gouvernements adoptent de grandes théories internationales, puis à un moment donné, on a vu qu'à l'international, on prônait une forme de réingénierie de l'État. Là. C'est pas Mme Forget qui l'a inventé. Là. Elle a pris ça des Britanniques qui avaient exploité le sujet de 15 ans avant ça. Et puis on arrivait avec une nouvelle formule. Et on a changé complètement l'administration publique et la vision de voir les choses. Quand Florent Michelot parle de sous-traitance, là, briller parmi les meilleurs, là, ça vous dit quelque chose. Là. C'était pas juste un slogan politique. Et là, je parle pas que c'était nécessairement bien ou mauvais, même si j'ai une opinion effectivement personnelle là-dessus, qu'on a fait une grave erreur. Mais c'était une vision politique de l'État. On dit, on externalise, et puis alors ça modifie l'administration pendant 10 ans. Et là, on arrive aujourd'hui puis on se dit, finalement, on s'est trompé. On devrait retourner en arrière. Alors, c'est quand même structurant. Le politique a un impact lorsqu'il décide d'adopter des politiques et changer complètement l'administration publique, exemple. Et on revient encore sur l'image du politique écorché une fois de plus pour cette raison-là également. Jean-Bernard, oui, d'abord, ou Florent, ou juste avant, oui, allons-y. J'en parlais tout à l'heure, c'est une question de paradigme. Et puis la capacité qu'ont certains politiciens à aller vers des formules chocs, des idées simples, mais qui sont aussi de fausses bonnes idées. J'aime beaucoup la formule de Jean-Bernard là, de dommages collatéraux, mais on en parlait il y a quelques semaines concernant la réforme des élus au sein de l'Assemblée nationale dans les groupes, etc. Bon, il y a peut-être une culture du débat profond, du débat lent, du débat sensé, qui est à réintégrer plutôt que de je vais être faire mon vieux con réactionnaire, mais il y a une espèce de volonté d'instantané là qui fait qu'on a pu ce débat sain que l'on devrait avoir, qui fort heureusement revient un petit peu par la porte de derrière grâce à la commission Charbonneau. Ça, c'est un dommage collatéral positif. Oui, ça redevient au moins au cœur de l'actualité. Jean-Claude, tout juste avant de s'arrêter une autre fois. Bien, c'est parce que les débats qu'on fait au Québec, des fois, sont des débats politiques, mais politiques inspirés par des compagnies de communication, comme disait mon ami à côté, par des slogans, pour gagner des votes, pour endormir la population, briller parmi les meilleurs, enfin toutes sortes de choses comme ça. Ouais. Et à partir de là, on prend d'abord on envoie une impression à la population, parce qu'on est à la veille des élections. Ensuite, qu'est-ce qui arrive? On va essayer de prendre une ou deux décisions qui vont dans ce sens-là pour justifier. Oui. Même si ça n'a pas de bon sens, c'était juste un slogan. C'est qu'on est rendu qu'on fait de la politique maintenant avec les compagnies de communication et de publicité, comme on vendait de la bière dans le temps. On est 6 millions, faut se parler pour la Labatt bleue, si je me souviens bien, quand je suis arrivé au Québec à 40 ans. Oui, mais c'était ça à peu près, là. Et là, les gens, vu que c'est des jingles qui durent toute la journée partout, ils finissent par retenir ça. Oui. Alors, briller parmi les meilleurs. Oui. Alors, on brille, puis on est les meilleurs. Pendant ce temps-là, c'est plus ou moins concret. On leur a fait plaisir, puis les gens, ils amènent leur vote. Mais concrètement, il n'y a rien, c'est des slogans creux, des slogans vides. Moi, je parle pour le parti dans lequel j'étais pendant 19 ans. Les autres partis, je l'ai vu aussi, mais je ne me prononcerai pas pour pas faire de polémique. Mais avant chaque élection, on arrivait avec un truc comme ça. Mais une fois que l'élection était finie, on parlait d'autre chose. Prenez la santé. Les 2 années avant, laissez-moi finir. Les 2 années avant, laisse-moi finir. Les 2 années avant dire que les gens mentent, qu'ils lancent des slogans et quand ils arrivent au pouvoir, ils ne font pas les choses pour lesquelles je vais vous donner un exemple. S'étaient engagés. Je vais vous donner un exemple. Tu peux pas généraliser comme ça. Peut-être que certains partis le font, mais pas tous. Lisette, prenons la santé. Les vieux lions. La santé, là. Oui. 2 ans avant les élections. C'était pas bon, fallait tout changer, puis le parti, si on prenait le pouvoir, on le changerait. Il n'y a rien de changé ou pas grand-chose. Mais ça, le dossier. On a l'impression... Alors, ça, c'est des slogans. De qui et de quoi, là? Tous les gouvernements confondus, ça fait 40 ans, 30 ans que les gens se plaignent que ça ne fonctionne pas. Il y a eu des gouvernements différents à ce moment-là, puis j'attaque personne. Moi, là, je suis plus dans la politique provinciale. Donc, je suis au-dessus. Je suis même pas affilié à un parti provincial.
D'accord. Je suis pas d'accord forcément avec l'ancien parti où j'étais. Donc, je Bon. peux le dire la tête haute. Mais c'est ça le problème. Donc, la population devient cynique. Elle ne finit par plus croire à rien. Après, quand vous dites, les politiciens, on est écorchés. Oui, nous sommes écorchés. Et on a des difficultés à prendre des décisions qui, quelquefois, décisions courageuses qui, quelquefois, devraient être nécessaires. Et la population ne les accepte pas. On Alors, s'arrête, c'est la fuite en avant, encore une fois. On s'arrête le temps d'une pause. Lisette Lapointe, Jean-Claude Gobet, Jean-Bernard Marchand, Florent Michelot, c'est Jeune Loup et Vieux Lion. Et je vais vous poser une question. Vous allez pouvoir vous préparer, les amis, avant la pause. Si vous aviez un étudiant devant vous, quelqu'un, un jeune, une, qui est intéressé au monde politique, qu'aimeriez-vous lui dire aujourd'hui en fonction de ce que l'on vit ces dernières années et surtout ces derniers jours?